Donc cet après-midi vont se dérouler 3 tables rondes. Nous avons fait le choix de les dérouler successivement afin que chacun d'entre vous puisse participer à chacune des thématiques. Effectivement, nous restons sur nos triptyques foncier économique, foncier habitat, foncier agricole, qui font l'essence de l'OFPI de traiter à chaque fois de ces différentes thématiques. Donc les 3 tables rondes se déroulent de la même façon. Il y a donc 2 acteurs, experts, on va dire, dans leur thématique, et la parole d'un élu face donc à ces 2 acteurs. Et nous remercions donc nos 3 animateurs pour les 3 tables rondes, qui sont donc les collectivités membres de l'OFPI, donc Lilian Vargas, donc agent à la métro et à la CAPV donc pour la partie agricole, Stéphane Bonomi donc de la métro pour l'habitat, et puis Yannick Lecomte de la CAPI donc pour l'économie. Donc on les remercie tous les 3, et en fin d'après-midi il y aura donc une conclusion à 3 voix avec messieurs Bécher, Perron et Lerat pour clore cet après-midi. Donc rendez-vous en fin des tables rondes. Chaque table ronde durera environ 3 quarts d'heure. Merci. Merci Marie-Christine. Bonjour à tous. Donc écoutez, cette première table ronde, elle est consacrée au thème entre valorisation et préservation du foncier. Quel projet pour l'agriculture? Donc on voit que une fois qu'on a parlé de protection des espaces comme nous l'avons fait ce matin, on s'intéresse maintenant au projet. On a vu que la protection c'était une préoccupation récurrente dans toutes les grandes lois d'aménagement qui ont paru ces dernières années, qu'elles soient des lois d'origine plutôt environnementale comme les lois Grenelle, des lois plutôt autour de l'habitat comme la loi Allure ou la toute nouvelle loi sur l'avenir de l'agriculture. Toutes ont un volet sur la protection du foncier. Mais protéger le foncier c'est bien, mais pourquoi faire? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est juste un dogme de devoir protéger le foncier, ou est-ce qu'on protège le foncier pour d'autres raisons, d'autres enjeux? Voilà, donc c'est un petit peu les questions qu'on va avoir à creuser cet après-midi, dans la mesure où ce foncier a des enjeux multiples. Donc qu'est-ce qui donne du sens à la présence de l'agriculture sur les espaces agricoles? Ça peut paraître aberrant, mais il y a un certain nombre de collectivités qui se posent ces questions-là, quand il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Et de fait, ça nous amène sur quel type de projet pour l'agriculture en Isère, et puis donc quelque part c'est quel projet aussi pour le territoire. Donc on a 3 personnes, Marie-Christine a rapidement présenté les choses, donc on a 3 intervenants. Le premier que j'interrogerai, ce sera Jean-Claude Darlet, qui est le président de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Ensuite, il y a Bruno Nérou, qui est le président de la jeune IGP, donc c'est une dénomination d'origine autour du Saint-Marcelin, mais il nous présentera ça mieux que je pourrais le faire. Et Gérard Seglevat, que certains d'entre vous connaissez sûrement déjà pour être un responsable professionnel connu de notre territoire, et qui est aujourd'hui, alors je dirais pas passé de l'autre côté, mais qui a rejoint les rangs des élus, puisqu'il est aujourd'hui maire de Paladru et conseiller délégué en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt au Pays Voironnais. Donc voilà, on aura un certain nombre de questions à leur poser, puis d'échanges entre eux, puis d'échanges avec vous, parce que c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Donc Jean-Claude, pour commencer, déjà je vais te donner un micro, ça sera peut-être plus simple pour t'exprimer. 500 hectares de foncier perdus par an sur la ferme Isère, c'est ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que c'est tenable? On a vu aussi que quand le foncier se réduit, et c'est bien sûr sur le foncier que les agriculteurs créent leur plus-value, est-ce qu'on n'est pas obligé de compenser cette perte de foncier par d'autres mécanismes? Et là-dessus, je pense que la Chambre d'agriculture de l'Isère et les collectivités ont travaillé, notamment en créant le GIP sur l'aménagement des espaces économiques, enfin sur la dimension économique. Et donc, voilà, je voudrais d'abord t'interroger sur cette dimension-là et que tu nous présentes un peu ce GIP et qu'est-ce qu'il y a dedans et à quoi il sert, et est-ce qu'il a un lien avec le foncier ou pas? Ok. Ça marche, non? Ah. Alors s'il ne marche pas, il marchait tout à l'heure. Il est rouge, pourtant. Attends. Ah ben oui, on a pas de micro. Ouais, il est rouge, il ne doit pas marcher. Il marchait tout à l'heure. Plus de batterie. Merci.
Celui-là, Celui-ci fonctionne. ça marche? Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Et merci donc, de m'avoir invité donc, à vos travaux donc, sur cette journée ici à Voiron. Donc déjà, je commencerai par, avant d'en rentrer dans le vif de la présentation du groupement d'intérêt public dans le GIP, donc déjà dire que Lilian t'a parlé de 500 hectares de consommation foncière ces dernières années par an. Il faut dire que dans le département des Isères, on a été proche de 1500, voire plus, il y a guère qu'une dizaine d'années aussi. Donc ça veut dire qu'on avait une consommation quand même relativement forte, qui avait deux origines. L'origine, bien entendu, du développement de zones d'activité, de zones publiques, voire de zones résidentielles, mais aussi de l'aspect de perte du foncier par une désertification de certains territoires, et notamment des territoires très difficiles, notamment de montagne. Je dirais par rapport à ça, cette diminution du nombre de fonciers, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tout à chacun, tout citoyen, vraiment l'analyse et on le prenne en compte. Quand tout à l'heure, vous avez quitté la salle pour aller déjeuner, ce que vous avez retrouvé dans vos assiettes, donc la denrée alimentaire, eh bien, est issu de ce foncier-là, d'une façon ou d'une autre, que ce soit un légume, un fruit, de la viande, tout ça, c'est issu, à un moment ou à un autre, donc de la terre. Et ça, souvent, beaucoup l'ont oublié. Donc c'est pour cela que de préserver le foncier, de préserver du foncier avec des potentiels agricoles, est très important, tout simplement pour nourrir demain la planète. Donc le premier point fort est ici. Deuxièmement, ce que tu disais aussi, Lilian, c'est que peut-être que si on diminue ce foncier pour l'agriculture, on peut compenser cette diminution par de l'intensification, par faire plus avec moins de terrain. Je dirais ça, c'est pareil, ça a une certaine limite. On pourra le faire jusqu'à un certain temps, et au bout d'un moment, je dirais, on ne pourra plus le faire parce que, je dirais, l'intensification a aussi ses limites. Et là, après, quand on veut sur un équilibre environnemental, biodiversité et économie, eh bien tout ça a aussi ses limites. Donc voilà, pour camper un peu l'écorce, je voulais revenir sur ces quelques points qui sont, à mon avis, fondamentaux sur un partage du foncier en différents acteurs. Il est important que l'économie en a besoin, tout citoyen a besoin d'habiter, mais aussi, bien entendu, l'agriculture a besoin de foncier donc, pour développer ses différentes activités. Donc dans le département d'Isère, et là, Gérard Saglevat, mon prédécesseur, avec des élus de collectivités, se sont posé la question. Quand des centaines d'hectares quittent l'agriculture, pour développer des zones d'activité notamment, et cela avec souvent par des UP, comment, je dirais, retourner, réapporter quelque chose à l'agriculture qui vient de perdre, je dirais, tant d'hectares qui ont quitté, donc qui sont sur le support de ces productions. C'est pour cela que la réflexion a été faite sur la création d'un groupement d'intérêt public, un GIP, avec un fonds d'investissement au niveau agroalimentaire. Et par rapport à ça, comment on est arrivé à réfléchir à ce fonds-là? Par le passé, lorsqu'il y avait prélèvement de foncier, qu'il y avait, suite à ces prélèvements, suite à déclassement de terres agricoles, donc tout un volet donc, de réaménagement foncier, de travaux sur ces terrains-là, et il y avait souvent à cette époque-là des stocks de foncier qui permettaient de pouvoir compenser les emprises faites à l'agriculture et aux agriculteurs. Aujourd'hui, ces marges de manœuvre-là n'existent plus ou sont à la marge. Ce matin, j'ai vu que les établissements fonciers en ont parlé. Bon, sur le foncier agricole, c'est quand même la SAFER qui en est l'organe numéro 1 de cette gestion-là. Et il est vrai que par le passé, quand il y avait par exemple des gros passages d'autoroutes ou ferroviaires, il pouvait se faire des stocks de foncier. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ensuite, quand il y avait des aménagements fonciers, ce coût d'aménagement était d'environ 1 € le mètre carré. Donc on s'est dit, du fait qu'on ne peut plus faire ces aménagements-là, ces réhabilitations-là, cet argent-là, essayons de le mettre dans ce fonds-là. Donc c'est pour ça qu'il y a eu création du GIP, avec 7 € par mètre carré, donc en le mettant dans ce fonds-là. Ce groupement d'intérêt public, qui avait cette volonté de se dire, oui, on ne produira plus sur ces terrains-là, comment donner de la valeur ajoutée aux produits agricoles par de la transformation, par de la production et vente à proximité, par de la préparation de ces produits-là, pour qu'ils prennent une certaine valeur ajoutée, qu'elle soit prise bien entendu à d'autres intervenants, notamment l'industrie agroalimentaire, si on peut dire ça comme ça, pour que ça revienne au niveau et maintenir, voire développer le revenu des agriculteurs. Et c'est par ce biais-là
que s'est créé ce GIP, qui était une première au niveau national, avec le Pays Voironnais, qui a été le première collectivité à rentrer. Les Vallons de la Tour se sont aussi associés à la démarche, et la profession agricole. Là-dessus, le GIP, c'est 51% qui a au niveau donc, des élus, et 49% pour la profession. C'est vrai que nous, la profession, on n'amène aucun euro, donc c'est vrai que c'est normal qu'on n'ait peut-être pas la majorité. Mais par contre, ce qui est fait avec les collectivités, par ce biais-là, et le fonds a été doté par le Pays Voironnais en premier lieu, donc de quelques centaines de milliers d'euros, qui ont déjà servi sur des investissements qui se sont déroulés sur le territoire. C'est la légumerie qui est en construction aujourd'hui, ce sont des points de vente collectifs. Demain, ça sera sûrement l'accompagnement de tout ce qui concerne l'abattoir et les salles de découpe qui seront redéveloppées, réinvesties à côté. Et puis sûrement d'autres projets encore. Là, aujourd'hui, on est en train de solliciter d'autres collectivités, notamment le Grésivaudan, qui est aussi un lieu où le foncier devient rare, du fait du développement économique qu'il y a pu y avoir. C'est aussi la Capie, c'est aussi le Viennois, c'est aussi Biarritz, c'est aussi le sud Grésivaudan, que je connais un peu plus, pour justement que l'ensemble de ces collectivités puissent, je dirais, abonder à ce fonds-là, qui permettra de pouvoir développer justement la transformation et de la mise en valeur et d'ajouter donc une plus-value aux produits agricoles, qui permettrait, je l'espère demain, de pouvoir être mis en relation avec un maximum de citoyens du département, mais voire plus largement au niveau région Rhône-Alpes. On a quand même plus de 6 millions d'habitants, donc on a quand même des bouches à nourrir. Donc ça peut permettre d'être aussi un débouché pour nos productions locales. Et enfin, donc par rapport à ce fonds-là aussi, dans notre façon de redistribuer l'argent qu'on a pu collecter, c'est déjà 50% qui revient au territoire donateur. C'est 30% qui revient au territoire donateur, mais qui peut concerner les agriculteurs du territoire et des territoires voisins, et 20% mutualisés sur l'ensemble du département. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce fonds-là fonctionne. Et juste concrètement, qui abonde et comment? Alors, je l'ai peut-être dit ou pas dit. Qui abonde, donc ce sont les intercommunalités. Donc, et le premier qui a abondé, donc c'est la communauté de communes donc, du Pays Voironnais, donc qui a abondé sur des terrains qui ont quitté l'agriculture par DUP, et donc qui ont abondé à 1 € le mètre carré au niveau de ce fonds-là. Alors, il est vrai qu'aussi qu'on est très pragmatique. Le fonds est abondé quand on en a l'utilisation. Entre-temps, la collectivité garde son argent, parce que toute structure aujourd'hui, la trésorerie, c'est un gros problème. Donc là-dessus, on ne va pas aller dépouiller la collectivité tant qu'au niveau, on n'a pas de projet d'investissement. C'est tout à fait logique. Première chose. Deuxième chose aussi, si jamais on ne consomme pas les fonds, dans ce GIP, au bout de 5 ans, les fonds reviennent à la collectivité. Parce qu'on ne va pas non plus créer un fonds qui va grossir, s'il n'est pas utilisé, je dirais, son existence même n'a plus lieu d'exister. Donc, par rapport à ça, c'est réellement, il y a projet, il y a dotation, il n'y a pas de projet, on ne va pas gonfler un compte bancaire du GIP qui ne servirait pas. Donc voilà un peu, très très rapidement, ce fonctionnement-là. Donc, c'est important, mais je le répète, c'est un axe de développement pour maintenir, voire développer de l'économie par rapport à ce fonds-là, mais ça ne remplacera pas des centaines d'hectares qui disparaîtront de l'agriculture. Donc on est bien dans la logique qui a été évoquée ce matin. On est là sur un outil qui est un outil qu'on pourrait assimiler à un outil de compensation. Ça n'enlève pas la compensation individuelle des agriculteurs qui sont impactés directement. Non. Donc ça reste bien, chacun perçoit son système de compensation selon les protocoles qui ont été établis de manière partagée, donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a en plus une dimension collective, et c'est important la dimension collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à travers le fonds aider des projets individuels. C'est toujours des projets collectifs. Je dirais, on reste dans les mêmes règles de financement que ce soit fonds européens ou fonds d'autres. C'est dans une démarche collective. Vous savez que ça peut être plusieurs individus dans une démarche collective aussi. Je dirais, il faut être aussi pragmatique par rapport à ça. D'accord, merci. Bruno Néroux, autre responsable professionnel, justement en parlant de
professionnels. J'entendais l'autre matin sur France Inter Xavier Belin, président de la FNSEA, qui nous disait que cette profession était en souffrance économique, en souffrance morale aussi. Alors je ne sais pas si vous voudrez vous étendre là-dessus, mais dans cet état d'esprit, on parle de projet. Est-ce que la profession agricole aujourd'hui peut se mettre en dynamique de projet pour donner le sens que j'évoquais tout à l'heure sur la dimension agricole et économique agricole, sur ces espaces fonciers que l'on connaît aujourd'hui. Alors, l'exemple de votre démarche autour de l'IGP Saint-Marcelin en est peut-être un exemple. Est-ce que ça en est réellement un cette question, comment... Alors, vous avez une question qui est très simple pour nous tous. Merci de poser cette question aussi simplement. Alors oui, je pense que la profession agricole, oui, on l'a fait ressentir, notamment à travers les manifestations. Je pense qu'il y a un ras-le-bol d'enregistrement, de temps passé. L'agriculteur en général, les éleveurs pour les premiers, on préfère travailler vers leurs animaux que d'être en train de remplir des dossiers, des papiers. On sait qu'aujourd'hui on est dans une société où on peut passer outre, mais il faut essayer de simplifier les choses. Alors c'est vrai que c'est sûr qu'il y a un certain ras-le-bol, et je pense que là où c'est plus délicat, c'est qu'il y a des fois une méconnaissance et une incompréhension du grand public. Et j'aime à rappeler des fois simplement, tout bêtement, que la production agricole, quand on parle d'une production, quelle que soit la production agricole, le Saint-Marcelin à travers le lait, du blé qui va devenir du pain, quand on parle de production, c'est bête à dire, mais il y a reproduction. Et on ne fait pas de production agricole sans reproduction et sans un minimum d'utilisation du soleil, par la photosynthèse et aussi par l'eau du sol. Donc voilà, on est entouré de beaucoup de facteurs au niveau de la profession agricole. Et la reproduction en est une, la photosynthèse en est une autre. Et donc on ne fait pas ça sans avoir de la surface, sans avoir des terrains qui permettent justement d'utiliser, parce que le premier utilisateur du soleil, c'est quand même la profession agricole. Et plus les terrains diminuent, enfin la partie qui va être utilisée à la production, ben plus on diminue finalement la quantité d'énergie solaire qu'utilise la profession agricole quelque part. Donc c'est pas oublié non plus. Et c'est vrai que quand depuis des années on consommait la valeur d'un département par an en France, c'était quand même inquiétant malgré tout. Et notamment pour la production laitière, qui est une production qui, à travers nous aujourd'hui, notre indication géographique protégée, utilise, a besoin quand même de surface importante, et notamment pour les pâturages, pour l'alimentation du troupeau pendant l'été ou pendant ce qui va servir en stockage pour l'hiver. Et évidemment, ça induit beaucoup de choses. Ça induit le stockage, la nécessité d'avoir des surfaces suffisantes. Et puis ça induit aussi, évidemment, la capacité à pouvoir évoluer. Et c'est vrai que quand on a une indication géographique protégée comme la nôtre et sur lequel on met un cahier des charges, et sur lequel on dit il faut que les animaux soient dehors, parce qu'on imagine et on se dit que c'est bien pour les animaux, c'est une bonne chose que des animaux pâturent et prennent directement, il n'y a pas du matériel qui vienne récolter l'herbe dans le pâturage et que ce soit l'animal qui le fasse et qu'on oblige 180 jours de pâturage dans une indication géographique comme la nôtre, ça induit aussi des phénomènes sur le foncier. Et le fait qu'on soit dans des territoires qui soient très morcelés, où on a eu un moment de l'urbanisation un peu qui n'a pas été très très bien contrôlé, on se retrouve avec des exploitations qui sont passées depuis une quarantaine d'années de 10 ou 15 vaches aujourd'hui à 50, 60 vaches. Faire pâturer ces animaux-là, les déplacer d'une pâture à l'autre, ça devient difficile, ça crée des tensions avec nos concitoyens, et forcément, ça limite les possibilités d'évolution de nos productions. Mais c'est pas pour autant qu'on voulait ne pas mettre ce critère-là, parce que ça nous paraît essentiel dans l'image qu'on peut donner du produit. Alors c'est vrai que oui, l'IGP aujourd'hui, l'indication géographique protégée, elle a été faite, et elle est faite dans des conditions pour protéger notre produit, le Saint-Marcelin, que les gens s'approprient le produit, c'est-à-dire ne se disent pas on est simplement des livreurs de lait, on produit du lait, nos animaux produisent du lait pour produire du lait, on produit du lait pour faire du Saint-Marcelin. Et c'est vrai que c'est une solution aussi de se dire on ne va pas laisser continuer à produire, comme à un moment donné, il y avait 800 tonnes sur 3500 tonnes de Saint-Marcelin produits par an, qui étaient faits dans le Rhône par exemple. Il s'en est eu fait même en Loire-Atlantique.
Donc à un moment donné, il est évident que quand on a un produit comme le nôtre qui est lié à un territoire qui correspond à une zone de fabrication, on essaye de le protéger. Est-ce que vous diriez que le fait d'avoir réussi à mettre en place cette IGP sur Saint-Marcelin est un argument de plus valorisable pour protéger le foncier? Ou est-ce que ça suffit? Ou est-ce que vous êtes entendu par ceux qui font la planification, qui décident si les terrains doivent garder leur vocation agricole ou pas? Ou est-ce que vous avez un moyen d'intervention du fait d'être organisé en IGP? Non, on n'a pas directement de moyen d'intervention. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'obliger un pâturage des animaux, d'un minimum de surface de 20 à 30 arts par animal pour le pâturage, ça met un point, et c'est une chose sur laquelle je ne veux pas revenir, parce que je pense que l'animal qui pâture et qui ramasse l'herbe seul, c'est important. Donc c'est vrai que la possibilité de pouvoir continuer à le faire sans créer des tensions avec nos concitoyens et avec des surfaces et des possibilités autour de bâtiments qui vont être consacrés à la production laitière, pour nous c'est essentiel. Mais on n'a pas tellement aujourd'hui de moyens d'action sur ce domaine-là, et ça nous paraît essentiel. Et je ne vois pas tellement pourquoi aujourd'hui on devrait revenir là-dessus et se dire finalement pourquoi ne pas tout stocker, ou pourquoi ne pas aller chercher avec du matériel l'herbe aux quatre coins de la commune. Je pense que les animaux qui vont chercher leur alimentation, c'est quand même la meilleure des solutions, et c'est la meilleure des images qu'on peut donner aux consommateurs. Merci. Gérard Seglevat a écouté vos anciens collègues, les voir essayer de trouver des solutions pour limiter cette perte de foncier, la compenser, etc. Je sais qu'en passant du côté des élus, vous n'avez pas changé de valeur. Donc, est-ce que pour un élu aujourd'hui, ancien représentant professionnel, c'est plus facile ou plus difficile de défendre l'espace agricole dans une posture ou dans l'autre? Là-dessus, vous êtes en pleine révision du PLU de Paladru, donc directement avec, comme on dit, les mains dans le cambouis sur l'aménagement de l'espace et les choix d'aménagement. C'est facile d'être un maire qui a été représentant professionnel? Écoutez, bonjour à tous, c'est toujours mes collègues, hein, même c'est... Bon, c'est pas évident quand on a porté un message d'être, quand on change de responsabilité, déjà de s'adapter. C'est pour ça, ne m'en voulez pas si des fois j'ai gardé quelques racines de professionnel agricole. Mais reste quand même que je crois que pour un maire, je veux dire, on est, moi je vais dire tout d'abord, nous sommes des passagers de l'histoire. Ça veut dire que nous avons des responsabilités, quels que nous soyons, mais l'histoire reste, le territoire va rester. Et je crois que c'est dans cette optique-là aussi que nous tous, les élus, il faut que nous nous mettions en ordre de marche. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est vrai qu'en tant que maire de Paladru, nous sommes en révision de notre PLU. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est il n'y a pas de parlementaires qui sont ici, mais je pense que certains peuvent passer le message. Je crois qu'à force de faire des lois sur l'urbanisme, nous, les élus de base, on n'y comprend plus rien. Très honnêtement, et je pense qu'aujourd'hui, faire un PLU, il faut presque un juriste à ses côtés pour pas demain se le faire retoquer par n'importe quel habitant de la commune qui, pour une raison ou pour une autre, va contester au tribunal administratif. Donc ça, je crois que c'est un élément. Moi, il me semble qu'il faudrait déjà qu'on ait des éléments dans ce pays de clarification au niveau de l'urbanisme. Parce qu'à force d'en additionner, moi je ne sais pas comment les maires qui êtes ici vous faites, mais c'est quand même très compliqué, notamment pour nos maires de communes rurales. On n'a pas le soutien logistique, administratif, parfois suffisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je crois que le rôle aussi du maire dans le PLU, c'est, j'allais dire, d'apporter dans sa sphère communale, en fin de compte, le plus de réponses possibles, je dirais, à ses administrés. Je dirais à ses administrés citoyens, et non pas à ses propriétaires fonciers, très clairement. Parce que si le maire il veut dire oui à tous les propriétaires fonciers de la commune, il fait n'importe quoi au niveau urbanisme sur sa commune. Je crois que là-dessus, c'est pas pour moi. Je n'ai pas changé de stratégie là-dessus, hein, celle que j'ai portée pendant 25 ans, je la porte en tant que maire de Paladru, et je dirais à l'identique.
Donc ça veut dire aussi que, j'allais dire, dans la conception du PLU, bien sûr que le rôle majeur de protection du foncier, je disais ce matin en écoutant sur la réinsertion des bâtiments industriels, je crois qu'on est dans une sphère, j'allais dire, mondiale, parce qu'on sait très bien, et Jean-Claude l'a dit, je ne reviens pas dessus, que on va être en pénurie alimentaire dans les années qui viennent. Ce n'est pas un scoop, c'est la réalité de 9 milliards d'habitants avec moins de terres fertiles sur la planète. Donc si on ne protège pas ce foncier et si on ne continue pas, même si ça coûte cher, la réhabilitation des friches industrielles, on ira à la catastrophe. Je dis, et c'est notre responsabilité à nous, justement, d'orienter les choses dans ce sens-là. Donc, je crois que c'est la première chose, j'allais dire, quelle que soit notre responsabilité, de veiller à ça et de donner les orientations là-dessus. Je crois que la deuxième aussi, nous sommes engagés aujourd'hui, alors je ne veux pas rentrer dans un débat de politique, mais je dirais que ce soit les gens de gauche ou de droite, on sait qu'il n'y a pas d'autre solution que de réduire notre déficit budgétaire dans notre pays. Je crois que ça devient intolérable, donc je pense qu'on est engagé, donc les 50 milliards d'économies, nos collectivités, enfin l'ensemble des acteurs, je vais dire des collectivités, nous avons l'obligation, je veux dire morale et économique de le faire. Enfin, moi je suis tout clair dans mon discours à ce niveau-là. Ça veut dire que dans nos communes, il faut aussi, dans nos communes, dans les intercos, on a l'obligation de porter ce message. Donc ça veut dire aussi que au niveau de nos communes, il faut qu'on réduise les investissements, tout ce qui est aujourd'hui, j'allais dire, quand on sait le coût de l'assainissement, de l'eau, des routes et tout ça, donc ça veut dire qu'il faut qu'on regroupe l'habitat. Je crois que c'est pas... Ça aussi, c'est un élément majeur. Enfin, moi, sur ma commune, l'objectif, il est bien de regrouper l'habitat au niveau du cœur de village pour éviter le déplacement, pour permettre aussi aux jeunes, puisqu'on voit très bien aujourd'hui, si je regarde dans ma commune, et on peut, je pense qu'il y en a, il y a des gens du Pays Rouennais qui sont là, on en discute souvent, le problème du logement, mais du logement, j'allais dire, en petite surface, en fin de compte, du logement, j'allais dire, monofamilial, une personne avec 1 ou 2 enfants, on a une demande très forte. Ça aussi, on doit le prendre en compte, je dirais, dans la réalisation de nos plans locaux d'urbanisme, prendre en compte aussi le problème des personnes âgées, parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont construit à 3-4 km du cœur du village, elles se retrouvent à 70, 75, 80 ans, pas toujours des moyens de locomotion, et elles disent, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On part pas à la rue, on va habiter à Voiron, ou on part dans une ville-centre où il y a plus de communautés. Donc, ces éléments-là, je crois qu'il faut qu'on les prenne en compte dans ce cadre des éléments conceptuels, j'allais dire, de plus dans une commune, et moi je tiens là-dessus vraiment à ne pas diversifier l'habitat, à revenir aussi, alors je sais que c'est pas toujours facile à dire, mais si on compare la France et l'Allemagne sur la consommation du foncier, on consomme le double de foncier en France qu'en Allemagne, donc les Allemands sont pas plus bêtes que nous, tant que je sache. Je crois que c'est de revenir aussi sur de l'habitat, sur des petites surfaces. Je crois que ce qu'on a fait pendant des années, en disant il faut 1500 mètres carrés de terrain, je crois que c'est pas tenable aujourd'hui, on voit très bien, c'est bien quand on est jeune, ça, à 25 ans, c'est peut-être bien. Quand on en a 60, voire plus, on préfère tondre 200 mètres carrés que 2000 mètres carrés, objectivement. Donc ça, c'est aussi des éléments, des messages qu'il faut que nous fassions passer entre nous. Mais moi, je voulais revenir vraiment sur ces bases conceptuelles de nos PLU. Alors, dire aussi qu'on a le débat, et Jérôme Barbieri, qui est vice-président chargé de l'aménagement au Pays Rouennais, l'écoute, il ne faut pas que je dise trop de bêtises devant lui, mais le débat du PLU intercommunal, moi j'y suis favorable, j'ai été favorable en tant que président de chambre de lecture, j'y suis toujours favorable, je n'ai pas changé d'idée là-dessus, je le dis très clairement, on sait que ça ne sera pas facile, mais je pense quand même qu'il faut que demain, on sait que c'est l'intercommunalité de toute façon qui sera l'outil majeur, c'est très bien, ça sera l'intercommunauté et la région, de toute façon là-dessus je me suis fait une philosophie déjà depuis des années, je n'ai pas la peine de tourner autour du pot, mais je pense que l'intercommunalité aura des compétences extrêmement fortes à ce niveau-là. Justement, le PLU ou le PLU intercommunal, ou comme aujourd'hui pour l'instant, le PLU un schéma de secteur, ce sont des documents de planification, mais c'est aussi des documents qui disent une certaine forme de projet aussi pour le territoire. La place de l'agriculture dans ce projet, vous la voyez comment? Elle peut s'insérer comment? Est-ce que le projet d'une politique agricole, c'est le projet d'une profession ou c'est le projet d'un territoire? Au risque de heurter mes deux collègues qui sont autour de moi, je leur poserai la même question. Je crois que l'agriculture aujourd'hui ne peut pas faire seule. Et si l'agriculture fait seule, elle fait une erreur d'avenir. Donc je pense que l'agriculture, elle est sur un territoire, donc elle a des messages à faire passer.
Parce que je pense aussi que la population de ces territoires doit comprendre que l'activité économique agricole, la première chose qu'elle a besoin, c'est d'espace. On ne peut pas faire de l'agriculture sans espace. Ça, c'est, enfin, moi, je ne sais pas si on est qu'on la formule, ou alors on fait de la concentration maximum. Hein, bon, tout à l'heure, Bruno Nero en a parlé. Ce n'est pas l'objectif que nous nous sommes donnés, bien au contraire. Donc il faut un espace. Donc il faut un espace protégé. Je crois qu'au niveau du Pays Waronnais, il y a depuis déjà des années mis en place un schéma de secteur. Ça reprenait déjà un certain nombre de choses au niveau spatial. Je crois qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là. C'est le premier point. Nous, le deuxième, depuis maintenant plus de 10 ans, entre les organisations agricoles du département d'Isère et le Pays Waronnais, on a signé une charte qui reprenait un certain nombre de choses. Donc alors, Jean-Claude a parlé de la gestation, de la mise en place du GIP. Ça faisait partie de cette réflexion-là. Nous sommes dans la discussion au niveau du Pays Waronnais aujourd'hui, dans la conception, dans ce mandat qui vient de démarrer, d'une nouvelle charte. On a depuis maintenant 6 ou 8 ans, je ne sais plus, au niveau du Pays Waronnais, un groupe agricole avec les élus, donc les élus des 34 communes, plus les organisations agricoles. Donc dans le Pays Waronnais, chaque commune désigne une personne pour travailler au niveau de ce groupe agricole. Donc on se réunit pour le moment tous les mois, parce qu'on a pas mal de travail à faire. J'ai la chance et le plaisir de piloter ce groupe agricole, d'ailleurs où on a une quarantaine de personnes. Vous dire que l'agriculture, ça intéresse dans le Pays Waronnais, ça reste pour nous une activité économique majeure. On a quand même encore près de 500 agriculteurs dans le Pays Waronnais, plus jeunes que la moyenne départementale, je le dis, parce qu'on a aussi mis en place un fonds de développement agricole donc, qui permet d'accompagner, ça ne remplace pas la dotation de jeunes agriculteurs bien entendu, mais ça permet d'accompagner donc au niveau de l'installation des agriculteurs. On a fait un grand débat il y a maintenant 4 ans de ça, donc en partenariat avec la SAFER, acheté quand même plus de 100 hectares sur le territoire de Moiran-Borac, sur une préemption de la SAFER sur des terrains qui se vendaient, justement dans l'idée aussi de pouvoir installer des jeunes agriculteurs. Ça a été un investissement extrêmement important du Pays Waronnais qui nous permet d'installer des jeunes agriculteurs dans de bonnes conditions. Bon, je ne reviens pas sur, je crois que j'avais Christian Lucie avant midi au téléphone, il m'a dit qu'il vous avait parlé du PAN ce matin. Je n'y reviens pas dessus, ce n'est pas l'objet de ma démarche, mais dire tout simplement, moi, ce que je peux inciter les élus et les collectivités et aussi les collaboratrices et collaborateurs des collectivités qui sont ici, je crois que la démarche de partenariat qu'on a mis en place dans le Pays Waronnais, je pense qu'elle va dans le bon sens, parce que ça permet aussi de s'écouter, ça permet aussi de remonter les problèmes du terrain, ça nous a permis aussi donc d'investir quand même sur la légumerie. Jean-Claude en a parlé tout à l'heure, une légumerie qu'on va mettre en route sur les premiers jours de janvier. Et puis, je pense que, et notamment sur un dernier point, parce que je ne veux pas être plus long, c'est aussi la politique alimentaire, où on a été relativement porteur au niveau du Pays Waronnais. On a essayé de la porter après, on l'a porté avec la métro dans le cadre de Vega. Dommage, je ne vous cache pas qu'il y a une réflexion d'engager sur ces 3 territoires-là. C'est un peu l'orientation que les présidents ont pris il y a quelques semaines. On n'en est encore pas là, mais de réfléchir sur un pôle métropolitain entre ces 3 territoires. Et je vois que la politique alimentaire, elle est quelque chose de fondamental. Et je le dis aux élus. Nous, on l'a dit très clairement, on a investi sur la légumerie, on va investir sur l'abattoir. C'est des investissements importants pour les collectivités. Il faut aussi que les communes, notamment sur l'achat de proximité, jouent le jeu, parce que pas la peine qu'on fasse des investissements si avec les grands restaurateurs, on va chercher les produits à 500 km. Je dirais, ça aussi, moi je vous demande d'avoir cette démarche dans vos communes de proximité. Il ne s'agit pas de parler de la proximité, mais il s'agit aussi de la mettre en pratique. Merci. Justement, par rapport aux questions posées sur l'implication d'une collectivité comme le Pays Waronnais dans une politique agricole, on va dire que c'est le sens de l'histoire. On va de plus en plus vers une territorialisation des politiques agricoles. Le fait que le FEADER soit maintenant géré par la région qui a annoncé qu'elle le gérerait à travers ces différents territoires, ça pose aussi un nouveau partenaire qui est celui des collectivités locales, enfin pas si nouveau que ça dans notre territoire, mais quand même. Et donc du point de vue de la profession, quand une collectivité comme Gérard vient de l'évoquer intervient sur le foncier,
met en place un fonds de développement agricole, met en place ce genre de choses. Comment la profession vit ça? Comment elle peut s'impliquer ou pas? Jean-Claude, là-dessus. Moi, je dirais, par rapport à ça, l'aspect lien profession et territoire, dans le département de l'Isère, on a mis ça avant que certaines collectivités y pensent, au niveau de la profession. Le développement territorial, depuis les années 90, voire avant, c'est quelque chose qu'on en a conduit au niveau agricole. On a commencé notamment sur les volets massifs, je dirais à la fin des années 80, parce que, et pourquoi à ce niveau-là? Parce qu'il y avait déjà des fonds européens qui étaient liés à des territoires. C'était les fonds 5B à l'époque, notamment le Trièvre, Chambord et tout ça, qui touchaient quelques territoires. Il est vrai, mais les territoires les plus méritants, parce qu'ils étaient quand même ceux qui étaient aussi les plus pauvres. Par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on avait déjà travaillé depuis déjà de nombreuses années. Quand on a mis en place les comités territoires, ça veut dire que déjà dans les années 90, on a dit ben, on veut travailler avec vous, élus de collectivités, et de construire avec vous des projets de territoire, des projets agricoles de territoire. Donc ça, depuis les années, c'est en 90, le lancement officiel c'était 96. Aujourd'hui, l'ensemble du département est couvert par des comités de territoire, à quelques exceptions près, mais vraiment des petites exceptions. Ça veut dire que ce travail, cette relation avec les collectivités, c'est pas quelque chose qui arrive qu'aujourd'hui. Et là, depuis cette nouvelle mandature au niveau de la Chambre d'agriculture, mais avec les élus qui ont été renouvelés en mars dernier, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je vais rencontrer toutes les intercommunalités du département, plus les SCOT et syndicats mixtes. Parce que, et c'est très important, de pouvoir rééchanger avec vous, élus, par rapport à vos projets sur les territoires, pour justement redire ce que l'agriculture est, quel est son poids économique, parce que c'est quelque chose souvent de méconnu. Souvent, on voit bien arriver une entreprise qui amène 50 emplois, mais par contre, s'il y a 5 agriculteurs ou 10 agriculteurs dans une commune qui font avec des emplois induits largement autant, voire plus, par contre, ça, on ne le voit pas, parce que c'est quelque chose qui est présent dans le territoire, présent dans le paysage, mais on ne se rend pas compte de cette puissance économique que tous ces agriculteurs ils ont. Donc ça, c'est pour ça que, pour nous, c'est très important, cette relation, collectivité, professionnelle, mais j'associerai aussi tout le mouvement associatif, qu'il y a aussi de présence sur les territoires, parce que c'est aussi ensemble qu'on peut définir un avenir de projet agricole. Y compris sur l'intervention foncière. Alors après, sur l'intervention foncière, je dis, faisons pas tout et n'importe quoi. Je dirais, il y a des structures pour gérer le foncier. Tout à l'heure, ce matin, il y a l'EPA, des EPFL, on en parlait, les PORA. Il y a la SAFER pour ça, pour gérer le foncier. Quand il n'y a plus d'autres solutions, pourquoi pas la collectivité peut porter du foncier pour l'agriculture. Mais c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut vouloir mutualiser et développer de partout. Je dirais, les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Ne voulons pas non plus dicter de ce qu'ils doivent faire demain sur un territoire. Quand des artisans, quand des industries arrivent, la collectivité ne peut pas leur dire qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit produire et qu'est-ce qu'elle doit leur employer comme personnel. Les agriculteurs, c'est pareil. Ce sont des chefs d'entreprise responsables, donc ils sont gestionnaires de leur structure, ils sont patrons. S'ils ne respectent pas les choses, ils sont répréhensibles des différents textes qu'il peut y avoir dans les différentes lois. Mais par contre, ce ne sont pas des personnes où on va dicter ce qu'ils ont à faire. S'ils font des erreurs, ils les font, ils les assument. S'il y a un problème économique, c'est pareil. Mais simplement, on ne va pas aller dicter à dire parce qu'il y a une phobie sur un territoire en disant ben, demain on veut des maraîchers. Je dis non, ce n'est pas ça. Demain, vous aurez des entrepreneurs qui font la production qu'ils pensent bon faire. Et là, c'est pour ça que je dis après, ils font des denrées alimentaires. Aujourd'hui, à 99%, ce sont des produits de qualité, quel que soit le circuit de distribution, quel que soit le circuit de commercialisation. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est normatif là derrière, on a des produits qui sont, je dirais, d'une très très grande qualité. Et donc, c'est par rapport à ça, je dis, attention. Après, il y a aussi la question l'aspect des fonds qui peuvent être mis en place par les collectivités. Ce qui a été fait par Varney, très très bien, ça je dirais c'est à développer, et je dirais, et là c'est après les limites qu'il y a, des territoires qui ont un peu des moyens peuvent le faire, d'autres territoires beaucoup plus ruraux n'ont peut-être difficilement le moyen de pouvoir le faire. Je dirais c'est bien, mais essayons de mutualiser un peu les choses pour que quel que soit l'agriculteur qui s'installe dans quel que soit le territoire du département, il ait à peu près les mêmes conditions. Parce que c'est pareil. Aujourd'hui, par exemple, la transmission est gérée territorialement au niveau des PSADER, donc des fonds agricoles dans les contrats de développement en Rhône-Alpes.
et bien justement, on a des gestions différentes de gestion de la transmission, suivant si on se trouve dans des territoires riches que dans des territoires beaucoup plus ruraux. Donc je dirais ça, il ne faut pas vouloir dire qu'on n'a pas l'argent des collectivités, non, mais faisons-le de façon intelligente, faisons-le de façon mutualisée pour que tout agriculteur qui s'installe dans tout le territoire du département ait les mêmes chances d'aboutir, quelle que soit son installation et quel que soit le lieu. Quand on est représentant professionnel, comme vous l'êtes, vous portez un discours qui est celui de l'intérêt général de la profession, celui de l'intérêt général de l'agriculture, mais vous, Bruno Nero, qui êtes dans une dynamique qui certes est collective, elle a quand même à composer avec les intérêts, les désirs, les attentes des individus agriculteurs. Et comment vous gérez justement, par exemple par rapport à l'élaboration de votre cahier des charges, je sais que l'IGP a mis très longtemps à s'élaborer, comment on peut articuler cette difficulté entre l'intérêt de chaque exploitation et faire un intérêt de groupe, un intérêt global? On pose décidément des bonnes questions. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs points. Donc, il est évident que oui, c'est l'intérêt global, on essaye de ne pas déshabiller l'un pour habiller l'autre, c'est sûr, c'est une évidence. Et on s'est toujours dit que mettre un cahier des charges, c'était créer on va dire des obligations pour les producteurs, mais c'est pouvoir le valoriser. Donc il faut qu'il ait suffisamment d'importance pour qu'il soit valorisable et qu'il soit défendable devant le grand public, mais il faut qu'il soit limité au niveau où il doit l'être pour qu'il soit acceptable. Donc il est évident que quand, par exemple, dans une commune où on se retrouve avec des parties, des surfaces plutôt faciles d'accès, qui peuvent être facilement mécanisables, ces parties-là sont urbanisées, petit à petit, on va bien sûr pas se retrouver et dire que l'élevage, parce que c'est de l'élevage, on peut le mettre uniquement dans les coteaux et dans les zones difficiles. Même si c'est de l'élevage, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de stockage pour les mois d'hiver, et cette forme de stockage, elle est d'autant plus facile à faire et d'autant plus facile à réaliser si elle est dans des surfaces qui ne sont pas difficiles à mécaniser. Donc une exploitation agricole, elle a d'autant plus de valeur et de capacité à se développer à travers une IGP ou autre, que si elle garde des surfaces facilement mécanisables, et ça permettra de continuer à entretenir des surfaces difficilement ou peu mécanisables. C'est bien un ensemble, on entretient l'élevage, quel qu'il soit, il n'entretiendra pas que des surfaces non mécanisables s'il n'a pas des surfaces mécanisables pour faire ces volumes de stockage. Ça paraît une évidence, mais dans n'importe quel cahier des charges, c'est une chose à prendre en compte. Et si aujourd'hui, nous, dans notre cahier des charges, on a accepté qu'il y ait aussi une part de maïs, il faut le dire, c'est pas un gros mot d'avoir du maïs en silage dans une appellation, enfin dans une IGP comme la nôtre, mais c'est aussi de se dire, on sait qu'on n'est pas en zone de haute montagne, qu'une graminée, l'herbe, quand il fait plus de 25 degrés, peut bien avoir de l'humidité, elle ne pousse pas. Et donc, avoir du maïs qu'on peut faire dans des surfaces mécanisables qui sont conservées à l'agriculture et qui ne sont pas urbanisées, ça permet de sécuriser un système. Et le maïs, lui, même qui fait 35 degrés, il pousse encore, alors qu'une graminée ne poussera plus. Donc c'est un complément, c'est un ensemble. Donc le travail sur un cahier des charges, c'est tout ça, c'est trouver cet équilibre qui est acceptable pour la profession et qui est aussi valorisable pour le consommateur et qui crée et qui maintient un produit de qualité. Donc je retiens ce que vous dites. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre, que ce soit dans la production, mais aussi dans la planification. Donc, mesdames, messieurs les planificateurs, préserver les espaces plats en montagne et moyenne montagne pour que chacun puisse trouver son équilibre et puisse développer son activité économique ou l'activité de sa commune. Je vous remercie.